Mais confrontée à la réalité de chaque territoire, en fait, elle a eu des impacts qui nous reviennent aujourd'hui comme un boomerang au visage. C'est que ces filières décidées depuis Paris, grosso modo, et parachutées dans les territoires, se sont imposées sur des formes de relations, colonisation intérieure. Tu vois, des mondes comme ça qui se sont imposés aux ruralités en disant, vous maintenant, vous allez faire comme on vous dit en termes de développement du territoire. Ça a fait émerger une nouvelle catégorie territoriale en géographie qu'on appelle les territoires en décroissance, les villes ou campagnes en décroissance. Le gouvernement a perdu sa vertu de planification à l'échelle des territoires. Damien, bienvenue à toi sur cette chaîne. Merci Vince, merci pour l'accueil. Écoute, avec le plus grand des plaisirs. Ici, on parle de limites planétaires. Ici, on essaie de mieux comprendre le monde, essayer de comprendre un petit peu les interactions, savoir à la fois d'où on vient et qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive là aujourd'hui et comment essayer de améliorer les choses, de mieux habiter le monde. Alors, avec toi, on va pouvoir creuser cette question en long en large. Et avant de rentrer dans des notions peut-être nouvelles pour vous, l'écologie relationnelle notamment, abonnez-vous, likez, commentez, c'est très important. Ça vous permet vraiment de mettre un maximum en valeur des talents, des personnes qui étudient des questions incroyables depuis des années. C'est le cas de Damien notamment ici, qui va se présenter dans quelques instants. Et puis si jamais vous avez vraiment l'occasion, une petite aide comme ça, une petite magie sur PayPal, sur Utip, bien sûr, peut nous permettre de faire beaucoup plus de contenu dans ce style. Allez, j'espère que vous êtes prêts pour apprendre des trucs. C'est parti. Damien, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui n'ont jamais vu ta petite bouille? Oui, il y en a beaucoup, je pense. Écoute Vince, moi je suis géographe dans l'enseignement et la recherche. Et donc comme tout géographe, j'étudie la Terre, les manières d'habiter la Terre, celle passée, celle présente, comment se projeter dans le futur face aux enjeux contemporains. Et j'appartiens notamment à un courant sur lequel on pourra revenir qui s'appelle la géographie culturelle. C'est pas très connu comme ça, mais pourtant beaucoup de géographes qui ont eu accès à une forme de postérité sont issus de cette géographie culturelle. En disant ça, je pense au poète Élisée Reclus par exemple, je pense à Paul Vidal de la Blache, c'est les cartes qu'on avait gamin quand on était à l'école. Et puis plus récemment, Catherine Beaujeu-Garnier par exemple et d'autres. C'est une géographie qui s'intéresse au territoire par les relations qu'on entretient les uns avec les autres. Entre humains d'abord, mais aussi avec tout ce qui compose le mobilier d'un territoire. Ce mobilier, c'est la nature, le paysage, mais c'est aussi l'histoire d'un territoire, ses symboles, tout ce qui le pétrit au quotidien et tout ce qui influence nos manières d'être et de penser. Et cette géographie, moi, je l'ai beaucoup déployée, surtout en France. Je suis plutôt un spécialiste, c'est vrai, de la France. Mais j'ai travaillé par regard croisé sur l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, et sur le Japon par héritage intellectuel. Parce que les grands noms de la géographie culturelle sont des japonisants, comme on dit dans notre milieu. On reçoit le Japon en enseignement quand on est étudiant. Charge à nous de le transmettre à notre tour quand on devient docteur, quand on devient professeur à notre tour. Voilà. Et puis te dire en parallèle que j'ai toujours eu aussi une forme d'engagement, c'est-à-dire que ces questions territoriales, ces questions de vivre ensemble, ces questions de relations, de transition, bien sûr. Je les porte aussi dans le débat public. Alors ça a pris plusieurs formes. Plutôt à l'échelle nationale parce que j'ai beaucoup bougé pour mon métier. Mais depuis peu, on s'est réinstallé dans les Pays de la Loire, un peu mes terres natales, et ce serait l'idée de faire atterrir un peu ces engagements localement, quoi. Je suis très influencé actuellement par le territoire dans lequel j'évolue, quoi, que sont les territoires de bocage, de la Mayenne et de la Sarthe. Tu me disais connaître Laval, nous on est le département juste d'à côté, la Sarthe. Et d'ailleurs, on peut en reparler, parce que c'est un département super intéressant. Il est souvent considéré comme une petite France. La Sarthe, ça se voit d'un point de vue agricole, c'est des exploitations très labellisées. Ça se voit d'un point de vue du cosmopolitisme, mais qui marque le département, mais aussi d'un point de vue de l'innovation. C'est là où on a inventé la voiture, c'est là où on a inventé les assurances. L'élevage de poulets de plein air, d'ailleurs, en tout cas structuré à l'échelle nationale. Et par extension, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent tester, tu vois, leur innovation en Sarthe. Et par extension, le vote politique est aussi une forte température, tu vois, de ce qui compose la France dans son ensemble. Aux dernières échéances électorales, le département a résisté au vote RN, mais c'est pas passé loin, dans 2 des 5 circonscriptions qui composent le département. Et c'est important, ça, parce que si le département tombe, les terres de l'Ouest tombent, et si les terres de l'Ouest tombent, toute la France tombe. Pourquoi elle tomberait? Tomberait dans le sens où le Front National pourrait arriver, par exemple, au pouvoir. D'accord. La Sarthe, c'est le mur, tu vois, un peu comme dans je vois. C'est le mur, faut pas qu'il lâche, quoi. Faut pas qu'il lâche. La bonne nouvelle, c'est que dans Game of Thrones, Jon Snow, il gagne à la fin. Ouais, c'est ça. Ouais. Et il gagne parce qu'il est aidé par plein de personnages, tu vois, qui viennent sur le mur. Et donc, il y a un enjeu de faire de la Sarthe une terre d'expérimentation territoriale aussi, pour essayer de proposer un autre récit. Un récit qui réconcilie l'archipel français.
Donc c'est ce sur quoi je m'engage actuellement. Et t'es anthropologue aussi en quelque sorte. Ouais, alors la géographie que je viens de te citer, elle est elle-même très proche de l'anthropologie. Et d'ailleurs, moi j'ai moyen de faire un master plutôt en anthropologie. Mais en thèse de doctorat, j'ai choisi de me concentrer plutôt vers la géographie pour plein de raisons différentes. Aussi parce que je voulais politiser la relation qu'on étudie en anthropologie. En anthropologie, c'est super, tu vois, on étudie les peuples du monde entier, leur manière de penser, leurs symboles, leur mythologie. Mais je me disais, bon, so what, qu'est-ce qu'on peut en faire en termes de politique de développement? La géographie amène ça parce qu'elle considère un personnage central, qui est pour moi la clé, que sont les territoires. Pourquoi? Parce que quand tu t'intéresses aux vivants, finalement, tout commence et tout finit à l'échelle des lieux, à l'échelle des territoires. Les territoires, c'est là où l'oiseau fait son nid, c'est là où le castor construit son barrage, et c'est là où nous, humains, on construit quand même la plupart de nos sociabilités. C'est là où on fait grandir nos enfants, c'est là où on va au travail, c'est là où on va prendre notre café, c'est là où on enterre nos proches aussi. Tu vois, on peut saisir comme ça les deux extrémités de la vie à l'échelle des espaces vécus. Et par extension, je crois que ça demande aussi une autre manière d'en parler des territoires. Ils ont beaucoup souffert, ces territoires, de plusieurs choses, mais aussi de l'énonciation qu'on en fait. Tu sais, il y a des concepts qui sont issus parfois de ma propre science, la science gardienne des lieux, paradoxalement, utilise parfois un vocabulaire que moi je juge très violent envers les territoires, comme le concept de territoire périphérique, de ceux qui ne sont rien, de territoire en déclin, tu vois. Alors c'est vrai que ça correspond à des réalités objectives à travers des indicateurs scientifiques, mais la manière dont c'est reçu par les populations locales est d'une violence sans exemple, parce que personne n'est périphérique à sa propre vie, au fond. À partir du moment où le lieu dans lequel tu habites, c'est là où tu fais grandir tes enfants, c'est un centre du monde pour toi. Bien sûr. Et même si ce territoire a été blessé au fil du temps, au fil de l'histoire, ça reste un repère important dans ta vie. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut manier les territoires dans le débat scientifique. Et par extension dans le débat politique, quoi. Ça ferait beaucoup de bien à retrouver une considération envers les territoires. Rien que ça changerait, à mon avis, beaucoup de choses dans la manière de s'approprier ensemble des futurs désirables pour le continent européen. Ce que j'essaie en tout cas, ce que ça m'inspire, ce que tu racontes là, on va pouvoir aller beaucoup plus dans le détail sur pas mal de choses, c'est effectivement que nous sommes dans un système qui s'est mondialisé, qui fonctionne avec des centres, des centres de commandement en quelque sorte, de la chaîne d'approvisionnement, des centres de gestion, que ce soit la ville de Paris, que ce soit Bruxelles pour l'Europe, n'importe quelle capitale dans le monde, et que tout d'un coup, en fait, un pays est vu par sa capitale. L'Angleterre, on va me parler de Londres, les États-Unis, on va me parler de Washington, et beaucoup de grandes villes commerciales, des piliers économiques comme New York, Los Angeles, et que tout le reste, voilà, c'est la grande ville et le reste, et que ça peut amener effectivement des personnes aussi à se sentir complètement délaissées. Mais maintenant, ce que j'essaie de comprendre, c'est quoi? Est-ce que c'est le modèle économique dans lequel on est qui reflète notre vision aujourd'hui, notre façon de vivre dans les territoires? Enfin, je veux dire, j'enfonce un peu une porte ouverte. Est-ce que c'est ça aujourd'hui? C'est-à-dire que le fait de fonctionner dans un système extrêmement énergivore, extrêmement mondialisé, où en fait on a des interactions avec le reste du monde et qu'on fait de la gestion, en fait aujourd'hui, si tu vis dans la ville et tu vis en dehors, il y a moins d'intérêt pour toi, t'es plus, on va dire un prolétaire, ou en tout cas, si tu vis en banlieue d'une ville, tu es beaucoup plus ouvrier, et que si tu vis encore plus loin, t'es un campagnard en quelque sorte, et qu'il y a une sorte de on va dire, de suffisance vis-à-vis de ces peuples-là, de ces personnes-là, qui les amènent en fait à se disloquer et éventuellement à voter pour des choses qui ne correspondent pas à ce que la ville voit. Oui, tout à fait. T'as tout à fait raison, Vince, dans le sens où, tu vois, ce qui caractérise les grandes métropoles, qui sont plus uniques maintenant dans les pays. Tu vois, il y a Paris en France, mais il y a aussi Lille, et il y a aussi Montpellier, Toulouse, qui sont des villes qui tissent leur propre rayonnement économique à l'échelle internationale. En fait, ce qui caractérise ces métropoles, c'est pas simplement une ville qui s'agrandit sur elle-même. C'est la capacité qu'a un territoire, en l'occurrence une grande ville, à restructurer toutes les filières d'une région à partir de son propre centre. En concentrant les flux, en concentrant les opportunités, en concentrant les services majeurs. Tu vois, les universités, les grands hôpitaux, les services administratifs décentralisés, par exemple. Et dans ce processus de concentration, il y a le risque, c'est pas tout le temps le cas, mais ça arrive quand même souvent, de mettre en vassalité les autres types de territoires. Dans le sens où aujourd'hui, en Europe, t'as beau vivre à la campagne, t'as beau vivre dans une ville petite et moyenne, même si cette campagne ou cette ville petite et moyenne a des services d'un point de vue objectif, tu vas avoir tendance à avoir le regard tourné vers la grande ville
Parce que pour des services un peu plus structurels, pour envoyer tes enfants à l'université, tu vas être obligé de composer avec la métropole. Mais aussi, et ça c'est un élément très important, parce qu'on a mené une bataille culturelle pour faire de ces métropoles l'unique fer de lance du développement des régions et des imaginaires, tu vois. Et ça c'est très vieux, c'est très ancien, mais plus récemment ce qui a composé les politiques modernes, c'est déjà des théories urbaines qui viennent beaucoup du bloc américain d'ailleurs. Je pense aux théories de Richard Florida, un très grand urbaniste qui était beaucoup dans les cabinets des gouvernements d'ailleurs américains, qui disait qu'au fond le développement d'une ville se fera sur les 3 T. C'était son précepte, la tolérance, l'accueil grosso modo et le cosmopolitisme. Alors en anglais ça donne les 3 T. Je me rappelle plus de la dénomination exacte, mais et par extension, ce qui va créer le cosmopolitisme, c'est la grande ville, puisque c'est ces villes qui vont avoir un aéroport international, des gares très connectées, et puis des entreprises et des universités qui recrutent, qui accueillent les talents de l'étranger, finalement. Mais en France, cela est travaillé, en Europe, je crois, plus généralement, par la dynamique des imaginaires. Il suffit d'aller au cinéma, tu vois, par exemple, pour se rendre compte que la plupart des films se passent en ville. Et comme la France reste un pays malgré tout centralisé, la plupart des films se passent à Paris ou dans sa proche banlieue. Ça peut paraître anecdotique dit comme ça. Aux États-Unis aussi, tous les blockbusters, c'est dans les grandes villes. Los Angeles, exactement. Et tu vois, ça peut paraître très bête, très anodin dit comme ça. Mais en fait, qu'est-ce que ça crée ? Ça crée une non-représentativité culturelle et démocratique de ce qui compose pourtant les 3/4 du pays. Et quand t'es pas représenté dans la fabrique des imaginaires, tu te sens pas appartenir à la marche républicaine. Tu te sens pas appartenir à cette locomotive qui va dans l'avant. Et du coup, tu te renfermes dans des réseaux d'entre-soi. Et des dynamiques en fait de défiance envers le récit républicain. Ça s'est vu lors de la crise des Gilets jaunes. Alors bien sûr, la plupart des gens qui se sont engagés dans les Gilets jaunes, c'était pour une question de pouvoir d'achat et une taxe qu'ils avaient sur quelque chose qui compose le produit quotidien de l'essence, grosso modo. Parce que c'est vrai que quand on vit en campagne, on a besoin de notre voiture au quotidien. Je vis dans un territoire comme ça, moi j'utilise ma voiture au quotidien parce que c'est une obligation pour composer nos sociabilités quotidiennes. Emmener les enfants à l'école, les emmener au sport, etc. Mais dans certains territoires où il y avait beaucoup de gilets jaunes, c'est pas des territoires pauvres sur le papier. Tu vois, d'un point de vue objectif, si je regarde les indicateurs du revenu médian, du chômage, du seuil de pauvreté et de l'accès aux services, c'est des territoires qui vont mieux que les autres. Mais c'est des territoires qui se sentent en périphérie, justement, de la grande ville de Nantes, de la grande ville de Paris ou autre. Typiquement, au Pays de la Loire, c'est peut-être des noms qui vous disent rien, mais vous pourrez checker sur Internet, il y a eu beaucoup de gilets jaunes dans la ville d'Ancenis, qui est pas une ville pauvre. La Sarthe rurale, là où j'habite, est plus pauvre que la Loire-Atlantique, que la ville d'Ancenis. Et pourtant, il y a eu moins de gilets jaunes, tu vois, d'un point de vue objectif. Donc tout ça est une histoire de représentation. Et ça, c'est un petit peu rassurant, parce que il suffirait de pas grand-chose, tu vois, pour représenter tout le monde, finalement, dans la fabrique des imaginaires. Moi, je rêverais de pouvoir aller au cinéma et de choisir entre un film qui se passe à Brest, dans la campagne belge, dans les Alpes hongroises. Mais il y en a, ils existent, mais on a l'impression que le marketing fait en sorte que ce soit diffusé pour un public qui vient de cet endroit-là. Et puis tu peux avoir quelque chose qui sort du lot, un ovni comme Bienvenue chez les Ch'tis, tu vois, qui joue d'ailleurs avec ce côté, tu sais, sud, nord. Le nord c'est des villages, on connaît pas trop, etc. Mais qu'aujourd'hui tout est vu comme public cible. On va te faire un film type banlieusard pour un public de banlieue. On va te faire un film un petit peu romantique parisien qui va être adapté, créé pour qu'elle s'aplaise à une femme éventuellement qui regarde Netflix, qui a 24 ans. Je veux dire, tout est de plus en plus segmenté, j'ai la sensation. Et je rebondis vite sur quelque chose que tu as dit. Cette vision de la ville, elle ne fonctionne à mon sens pas qu'avec les personnes qui vivent en périphérie et dans les villages. De se dire, ah ouais, mais si j'ai besoin de sons plus importants, la ville c'est quand même plus sérieux. Ça va au-delà de ça. Les gens qui ont les moyens et qui vivent en Afrique de l'Ouest ou qui vivent en Afrique francophone, à partir du moment où ils ont un cas sérieux à devoir traiter, la plupart des gens disent ouais non je préfère pas opérer, allez à Paris vous avez plus de chances à ce que l'opération soit une réussite. Et alors il y a aussi beaucoup de voyages pour des raisons de santé parce qu'on se dit ouais mais ça va c'est le must etc. Mais qu'est-ce qui peut permettre alors je dis pas ça amène des choses positives, mais dans un monde aujourd'hui qui vit un changement climatique, un effondrement de biodiversité, où les cartes sont redistribuées d'un point de vue géopolitique, de quelle façon est-ce que le territoire aujourd'hui peut s'inscrire justement dans une forme de transition écologique des gens, que ce soit dans leur perception d'eux-mêmes, la perception du reste du monde, et surtout des actions concrètes pour limiter le changement climatique, quoi. Parce que c'est évidemment très complexe. Et je viens avec plein d'idées, et après tu fais un petit peu ce que tu veux avec ça en fonction de tes connaissances, mais c'est évidemment très éminemment complexe de dire à quelqu'un
à qui on a toujours dit ouais mais c'est très bien, il faut avoir la maison 4 façades très très loin d'une ville, de se retrouver à devoir lâcher sa bagnole quoi. Ouais. C'est limite impossible, on relève de l'ineptie, ou de dire à quelqu'un par exemple qui vit sur l'île de la Réunion et qui est tributaire peut-être parfois, ou qui vit dans une île et qui est tributaire de soins dans des mégapoles et donc qui doit prendre l'avion, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec ça quoi? Ouais, c'est une très bonne question. Là où je crois que les territoires ont une force, c'est sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, pardonne-moi, c'est que c'est les territoires qui ont été blessés de l'évolution des mondes modernes, en fait. Il y a une promesse qui a été rompue de croire en l'homme pour l'homme, en l'humain pour l'humain, quoi. Le progrès n'a pas créé des fruits dans tous les territoires. Voire même, il en a abandonné. Dans le premier livre qu'on a écrit avec Pierre Spilowa, c'est important de le citer, on a mis en avant cette hypothèse qui, je trouve, moi, marche très bien pour les territoires. Celle qu'uniformité et précarité sont toujours les deux temps d'un même processus. L'uniformité des politiques de développement à l'échelle des territoires a créé de la précarité. Ça se voit dans ces récits métropolitains qu'on explorait tout à l'heure ensemble. Ça se voit aussi dans le développement industriel. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, la France s'est orientée vers ce qu'on a appelé les avantages comparatifs. Cette idée de spécialiser chaque région, chaque petit territoire, dans une ou plusieurs filières d'excellence, qui sera le seul à avoir, partant du principe que ce faisant, ce territoire va pouvoir tirer son épingle du jeu sans faire concurrence à son voisin. Alors cette théorie des avantages comparatifs, elle marche très bien sur le papier. Tu vois, c'est une loi c'est une hypothèse qui est très robuste, comme on dit en science. Mais confrontée à la réalité de chaque territoire, en fait, elle a eu des impacts qui nous reviennent aujourd'hui comme un boomerang au visage. Première de cet impact, c'est que ces filières décidées depuis Paris, grosso modo, et parachutées dans les territoires, se sont imposées sur des formes de relations qui étaient jugées émancipatrices pour ceux et celles qui vivaient sur place. Certains géographes comme Valérie Jousson, dont j'adore les travaux, qui travaillent sur la ruralité, elle parle de colonisation intérieure, en parlant de ces avantages comparatifs. Tu vois, des mondes comme ça qui se sont imposés aux ruralités, en disant, vous maintenant, vous allez faire comme on vous dit en termes de développement du territoire. Mettant sous cloche, détruisant les savoirs locaux, les manières de se projeter. L'histoire, hein. L'histoire d'un territoire, ses symboles, son agriculture, souvent localisée, complexe, et épousée. Mais si je peux me permettre, excuse-moi de t'interrompre, je déteste faire ça. Je t'en prie. Mais en même temps, adapté au climat et adapté à la situation d'une époque depuis très longtemps, en tout cas à sa géographie. Exactement, une agriculture endogène, grosso modo. Un bon exemple pour illustrer ça, c'est, tu vois, le choix de spécialiser la Bretagne, donc les terres de l'Ouest en France, dans l'agro-industrie. 95% de la viande de cochon qu'on mange en France est produite en Bretagne, par exemple. Donc se développent des élevages hors sol qui n'ont pas plus d'intérêt à être là qu'ailleurs, puisque par définition c'est hors sol. Le seul intérêt que ce soit en Bretagne, c'est la proximité avec les ports d'export de Lorient, de Brest, de Saint-Nazaire, et avec les grosses industries agroalimentaires qu'on décide de concentrer également en Bretagne. Cet élevage est polluant, problème du lisier dans les champs, qui crée par le ruissellement le problème des algues vertes en Bretagne, toxique autant pour les humains que pour les non-humains. Tu vois comment là la spécialisation d'un territoire a créé 60 ans après des précarités sociales et environnementales. Une des 9 limites planétaires, puisque vous êtes bien sûr sur la chaîne limite, donc les cycles bio-géochimiques que nous vous affichons juste là. Je rebondis parce que c'est intéressant ce que tu dis. On a eu Serge Jacquat il n'y a pas très longtemps, on vous met le lien ici un peu plus haut, où on parle des pertes agricoles qui, d'année en année, sont de plus en plus élevées. Là, cette année 2024, nous tournons cette vidéo, nous sommes à la mi-août 2024. Les chiffres sont pas très très bons non plus en termes de pertes agricoles. Donc on fait quoi? On regarde que disent les rapports du GIEC, on regarde à quoi va être mangée la France en termes de changement climatique, en termes de transformation d'événements climatiques intenses éventuellement, en tout cas de changement de température. Et comme il y a eu le plan de la spécialisation au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, aujourd'hui on fait un plan en fait qui permet une forme de réflexion en territoire et que chaque territoire décide de produire ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Parce que justement, sa deuxième limite de ces avantages comparatifs, c'est que ça va contre la mondialisation et ça va contre la FNSEA et tous ces trucs-là. Hein. Oui, en tout cas, ça réajuste le rapport de force à l'échelle des sociabilités quotidiennes. Et dès lors, c'est quelque chose sur lequel on a de l'emprise. En fait, tu vois, il y a un philosophe qui s'appelle Mark Johnson, si ma mémoire est bonne, qui a écrit un magnifique livre qui s'appelle Philosophy in the Flesh, la philosophie dans la chair. Il explique que les plus grands concepts
Et même les concepts les plus simples, en fait, tu vois, sont appropriables par les gens que lorsqu'on ressent cela par nos propres corps. Tu vois. Et ça, je l'ai vu récemment chez moi. Il y a 2 ans, il y a eu une grosse canicule dans les Pays de la Loire. Mon département, qui est le département le plus boisé du Grand Ouest, hein, il y a eu des parcelles de forêt qui ont brûlé, y compris sur ma propre commune. Il a fallu replanter sur la forêt partie ensemble. Pour replanter, tout le monde était là. Les agriculteurs en conventionnel, les agriculteurs en bio, les écolos, les chasseurs. Ouais. Les entrepreneurs qui sont pas trop dans l'écologie, mais pour planter cette forêt à laquelle ils avaient des attaches, pour laquelle ils cultivaient des liens d'usage et d'affection. Là, ça les a marqués. Donc dès que tout le monde est impacté, l'union a fait la force. Ils ont ressenti quelque chose. Ils se sont engagés dans le territoire pour réparer ce traumatisme territorial. Tu vois. C'est ça que ça crée, les territoires. Des chemins d'apprentissage qui peuvent, in fine, changer nos manières d'habiter la Terre, quoi. Et ces changements sont d'autant plus acceptables que c'est les gens qui les ont choisis à partir du moment où ils ont vu que leur territoire était impacté, quoi. À l'échelle économique, si je reviens à l'échelle des filières agricoles, industrielles, la deuxième grande limite de ces avantages comparatifs, c'est qu'en fait, certaines filières ne résistent pas au coût du temps. Parce que quand tu bases une industrie sur l'extractivisme, au bout d'un moment, il n'y a plus de ressources. Ou tout simplement parce que la France fait d'autres choix politiques, s'oriente vers un autre mix énergétique et abandonne les mines de charbon. C'est exactement ce qui s'est passé à partir de la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Et pour ces territoires qui, pendant l'entre-deux-guerres, on a choisi de les spécialiser dans les mines de charbon, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. Une entreprise qui employait 30 000 gars, 30 000 mineurs, a plus de tissu économique du tout. Tu es en train de dresser le profil de la Wallonie. Nous tournons cette vidéo depuis Bruxelles en Belgique. Et la Wallonie, c'est son exemple. Elle a subi un déclin massif dès la fermeture de tout ce qui était mine de charbon parce qu'elle n'avait pas pensé déjà à diversifier, en tout cas à l'échelle des territoires, de diversifier davantage en fait son économie. Et ça a été une chute très difficile, dont elle se relève à peine aujourd'hui grâce à des startups, grâce à de la tech, mais pendant 30, 40 ans, c'était très difficile. Tout à fait. Qui a eu un impact local énorme avec la criminalité qui a augmenté dans certaines zones, avec des destructions familiales. Quand je dis destruction, c'est des familles qui se déchiraient, avec des quartiers qui ont été littéralement abandonnés parce que la commune n'avait plus d'argent et personne ne voulait y vivre, et donc il y a des formes de ghettoisation qui sont créées. Enfin, on voit qu'une industrie, lorsqu'elle s'effondre à l'échelle locale, c'est des générations qui sont impactées derrière. C'est affolant, quoi. Exactement. Et t'as tout dit. Ça a fait émerger une nouvelle catégorie territoriale en géographie qu'on appelle les territoires en décroissance, les villes ou campagnes en décroissance, pas au sens militant du terme. Non, en décroissance subie alors. En décroissance subie, c'est-à-dire des villes qui perdent leurs habitants depuis une quarantaine, cinquantaine d'années et qui ont des indicateurs de pauvreté, de précarité très forts. Donc effectivement l'insécurité, le seuil de pauvreté qui augmente, le chômage qui augmente, le revenu médian qui baisse, etc. Et justement, c'est parce que ces communes étaient trop dépendantes d'une seule filière au lieu de diversifier leur tissu économique. C'est à ça qu'invite le logiciel territoire. Quand tu penses la relation qui nous unit les uns envers les autres, la clé c'est plus d'avoir une grosse industrie qui va tirer en fait l'économie du territoire. Ça peut marcher pendant 10 ans, mais ça finira par être précaire dans tous les cas. Puisque trop uniforme, au fond. C'est plutôt de penser une diversité d'entreprises ancrées localement qui vont cultiver des liens réciproques pour avoir éventuellement de la performance, générer de l'emploi, etc. C'est un sacré changement de paradigme. Et par extension, par rapport aux limites planétaires, ça change tout. En fait, tu relocalises les flux. Et tu limites l'empreinte écologique des territoires. Tu as dit un truc qui m'avait marqué, c'est le fait que dans ta région, lorsqu'il y a eu ces incendies, tout le monde s'est mis au diapason, l'union a fait la force et tout le monde s'y est mis. C'est toi qui étudies ça de près, à quel moment est-ce que tu as pu constater qu'un individu ou un groupe d'individus ont pu faire la différence et pour quelles raisons? Ouais, c'est une bonne question, Sabine. Ça m'a beaucoup travaillé ces derniers temps avec les échéances électorales qu'on a vécues. En fait, les conditions du travail ont tellement évolué au cours des dernières décennies qu'il n'existe plus vraiment de nous dans les catégories socio-professionnelles. Je pense que c'est le plus grand changement dans nos sociabilités à l'échelle des territoires. Avant, tu vois, tu avais les ouvriers à Saint-Étienne, mes grands-pères, tu vois, ils étaient mineurs de fond dans les mines de charbon de Saint-Étienne. Il y avait un nous collectif du fait d'appartenir à la cause de la mine et puis de défendre, au fond, les conditions des ouvriers. Et souvent, c'était les ouvriers face au patronat. Tu vois, il y a une sorte de conscience de classe politisée, syndiquée, qui allait défendre les intérêts d'une cause collective. Aujourd'hui, ça n'existe plus du tout. Ça existe d'autant moins que ceux qui appartenaient à la même classe ouvrière
sont aujourd'hui en concurrence sur le marché de l'emploi. Déjà parce que tu n'as plus d'entreprise sur lequel tout le monde peut faire carrière, en fait. Mais aussi parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers qui sont mis à leur compte, par exemple dans le bâtiment, et qui deviennent en concurrence avec leurs propres voisins, qui s'est également mis à son compte. Car Marx l'a défini ça dans le Das Kapital, il avait précisé que les prolétaires qui se retrouvent dans un marché débridé, en fait, se retrouvent dans une compétitivité, une concurrence tellement accrue que ça devient la loi de la jungle et t'es prêt à accepter toutes les conditions de ton patronat tant que t'as ton job, quitte à ce que toi-même tu y perdes des plumes en quelque sorte, parce que tu veux le job devant l'autre ouvrier. Exactement. Et derrière, ça amène deux choses. Le fait qu'en fait, il y a plus de nous collectifs à l'échelle des territoires. C'est un peu chacun pour soi, chacun qui va essayer de développer, sa propre activité. Et par extension, la faute se répertorie non plus vers les réseaux dominants. Au contraire, c'est des figures qui vont être valorisées. Tu vois, un entrepreneur qui a super bien réussi dans le bâtiment, qui a pu acheter plein de maisons, qui loue localement, hein, ça existe sur les terres de l'Ouest. Cette personne va être considérée comme un modèle de réussite. Et cette personne va être d'autant plus à même de manier le drapeau du Rassemblement national, puisque elle va montrer qu'elle a réussi par elle-même et que en fait la faute c'est pas dans le camp ouvrier, c'est de la faute des assistés, de l'immigration, etc. Ça déplace la faute non plus sur les réseaux de domination, mais sur des gens qu'on va juger pire que nous à l'échelle des territoires. Oui, c'est ça. Benoît Coquart utilise, qui est spécialiste du vote RN, lui en Haute-Marne, dans les terres de l'Est, où là ça vote très fortement RN et depuis 95, tu vois, très long. 95, Jean-Marie Le Pen dans ces zones-là était déjà le premier candidat d'opposition. D'accord. Ouais, tu vois, Jacques Chirac, etc. Donc je sais pas si t'imagines. Et lui, il utilise ce concept de minorité du pire. C'est-à-dire qu'au fond, le Rassemblement national ne va pas changer la condition des classes moyennes et des classes paupérisées qui vivent dans ces territoires. D'ailleurs, sur leur programme, il n'y a pas grand-chose qui va atterrir à l'échelle des territoires. Tout ce qui vote à l'Europe, ça favorise le business as usual. Exactement. Et même pire. Mais par contre, ce qu'ils promettent, c'est qu'il y aura toujours pire que vous. Et on va attaquer ceux qui sont pires que vous. Du coup, dans l'échelle de la hiérarchie sociale, ceux qui se pensaient être les derniers, ne sont plus les... Tu vois. Ouais. Et du coup, il y a un régime d'identification qui va faire qu'ils vont voter pour eux, pour ne plus être les derniers, justement. Et par extension, la deuxième chose que ça crée, c'est que, en fait, tout le monde ne peut pas réussir. Non. Il y a des gens qui vont concentrer les marchés, et c'est comme ça, faut s'y faire. Ce qui compte, c'est de réussir un petit peu avant son voisin. Et tu sais, Lynn, j'y réfléchissais l'autre jour. C'est une réflexion un petit peu précaire, mais que je te partage quand même. Charge à chacun de fouiller et peut-être de me critiquer en commentaire. Voilà. Mais c'est que malgré tout, ces imaginaires du chacun pour soi sont valorisés parfois dans la pop culture. Dans les textes de rap, par exemple. Tu vois, je viens de là, qui le dis-tu? Et moi aussi. Mais tu vois, ce côté, on sauvera pas toute la terre, je prends la couronne, je la mets sur la tête du petit frère. Ça valorise les imaginaires de l'entre-soi. Et ces imaginaires de l'entre-soi font le beurre du Rassemblement national, quoi. Alors même que les rappeurs sont souvent les moins enclins, tu vois, ou l'univers du rap, à s'ancrer dans un vote extrême. Oui, les néolibérales, en tout cas. Parce que, enfin, le rap, ouais. la pop culture, le rap, je veux dire, ceux qui font des millions de vues, etc., c'est clairement du néolibéralisme. Donc, exactement. Mais surtout, ça favorise les dynamiques qui cultivent énormément, comme je te disais, des formes d'entre-soi et de méfiance envers son voisin. Alors qu'en fait, et là j'en viens à ta question sur le rôle des territoires, on peut tous monter dans le même bateau. Mais que par les évolutions du marché du travail, on ne reviendra pas avec un secteur ouvrier, tu vois, qui engage 30 000 personnes à l'échelle des territoires, ça n'existera plus. Le nous, il peut plus se structurer par des catégories socio-professionnelles. Et je pense qu'il ne le faut pas, il y a un enjeu face à la transition écologique de réconcilier les classes sociales. Le nous, il peut se faire à l'échelle des territoires, à mon avis, tu vois. Se sentir appartenir à un lieu. C'est une belle phrase de Nkrumah, tu sais, l'indépendantiste ghanéen. Il disait qu'on n'est pas africain parce qu'on a grandi en Afrique, mais parce que l'Afrique grandit en nous. C'est beau, ça. C'est très beau. Et je la trouve d'autant plus belle qu'elle peut marcher pour chaque type de territoire. Se sentir appartenir à un lieu, non pas parce que tu as 3 générations dans le cimetière, mais parce que ce lieu inspire tes peurs au quotidien et que tu as envie de le porter à ton tour. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, peut réconcilier les gens et peut permettre à chacun d'aller de l'avant face aux enjeux contemporains. Car ce qui est rassurant, et je finirai par là, Vince, pardonne-moi, ma réponse est un petit peu longue sur cette question, c'est que, au fond, quand tu vas parler aux gens dans les territoires, c'est que, en tout cas chez moi, sur les terres de l'Ouest, je ne veux pas faire une généralité, les gens qui ont voté Rassemblement National ne sont pas forcément racistes.
Le danger, c'est qu'en mettant un vote dans l'urne de Rassemblement national, à l'échelle nationale, ils déplacent la fenêtre d'Overton. Ça permet à des gens très radicaux, pour le coup racistes, de libérer leur parole. Il y avait un député sur 3 qui était problématique quand même, mais dans ce qui est analysé. Exactement. Ça déplace la fenêtre d'Overton sur le débat national. Oui. Ça rend le truc normal, ça le normalise, et après, à un moment donné, ouais, exactement. Une agression ne devient plus un problème, ça devient normal. Exactement. Mais surtout, les gens sont pas contre la transition écologique. Au contraire. Et d'ailleurs, je pense que face à la crise agricole qu'a connue l'Europe en début d'année 2024, justement, on a attaqué en partie les normes environnementales en promettant aux agriculteurs qu'on allait faire moins. D'ailleurs, le Rassemblement national a surfé sur ça à fond. Mais pourtant, les agriculteurs, les gens ne demandaient pas de faire moins, ils demandaient de faire mieux. C'est-à-dire quelque chose de plus juste, plus équilibré, qui embarque tout le monde et qui recrée des opportunités à l'échelle des territoires. Si tu penses l'écologie comme ça, à mon avis, tu peux embarquer pas mal de monde, y compris les gens qui ont pu avoir un vote de défiance lors des dernières élections nationales et européennes. Surtout que l'écologie, c'est énormément d'emplois, c'est plein de perspectives d'emploi, dans tout ce qui est réparabilité, dans tout ce qui est circularité. En fait, il y a vraiment des choses importantes à faire. Mais c'est de nouveau, c'est un peu pareil. Je pense que ça a existé de tout temps. Dès qu'il y a du progressisme avec quelque chose qui demande de changer la façon de faire, t'as toujours des gens qui disent mais ça ne fonctionnera jamais. Et puis boum, on fait et ça fonctionne. Je pense à une époque où on disait non mais comment ça donner des congés payés, mais ça ne fonctionnera jamais. Ils vont être paresseux, ils vont pas. Bah non, productivité a augmenté. Et on se rend compte qu'il y a toujours cette bataille à un moment donné d'un monde qui ne veut pas lâcher, qui dit mais non, c'est comme ça que ça fonctionne et ça fonctionnera pas autrement et qu'au final il faut en venir à une forme de pas de violence, c'est pas le bon terme, mais il faut en tout cas en découdre pour que ça passe et que finalement on se dise ah bah tiens, c'est mieux, on y arrive. Et donc par rapport à comment fonctionne l'Europe aujourd'hui, qui a une vision, l'Europe que je défends, alors ça va être peut-être mon paradoxe, je la défends parce que je pense qu'elle peut changer de l'intérieur et profiter de ces institutions et profiter de toute ce Schengen, ces lois du marché qui ont été mises en place pour les transformer de l'intérieur et qu'en fait on puisse toujours se dire ok bon bah s'il y a quelque chose qui est plus facile à produire en Italie, faisons-le en Italie plutôt que le faire au nord de l'Allemagne et qu'on se décide ensemble comme des plans énergie. Ah ben vu que ça souffle au nord, eh ben faisons les éoliennes au nord et vu qu'on a du soleil au sud, faisons les centrales solaires au sud et si on a du nucléaire en France, ah super les gars le nucléaire, eh ben on investit dans un pays le nucléaire et on fonctionne vraiment pour s'entraider en fonction de notre environnement, en fonction de notre géographie, encore une fois. Et donc c'est pour ça que je compte sur l'Europe. Mais à la fois, aujourd'hui, elle est dans un point de vue néolibéral, sur la loi du marché. Elle est aussi en train de lutter de l'intérieur. On voit bien vers quel chemin elle est en train de se diriger. Elle est en train de dire, ok, bon, tout ce qu'on a fait comme truc, alors qu'on n'a rien fait en écologie de concret, vraiment. On tire le frein à main, on fait marche arrière, on est en mode non, on a été beaucoup trop loin, on le voit aux dernières élections. Et donc je me demande, c'est quoi? Est-ce qu'on doit arriver vraiment à des moments où on a des grosses pénuries, à des moments où on peut plus mettre de l'essence dans la bagnole, à des moments en fait les prix font x4, x5, comme ça se passe beaucoup en Afrique de l'Ouest. J'étais au Sénégal récemment, rencontrer ma famille que j'ai plus vue depuis 10 ans. J'étais choqué des prix. Les prix ont fait x5. Ça m'a troublé, littéralement. La précarité a explosé. Mais étrangement, ce que j'ai vu, c'est que les riches sont devenus encore plus riches. De nouveau, on est un peu face au même phénomène. Mais qu'est-ce qui va faire à un moment donné qu'on pourrait infléchir la chose? Je t'avais posé la question là tout à l'heure en disant comment est-ce que des individus peuvent... Quel est l'événement déterminant qui va faire que les individus vont se mettre en marche? Là, aujourd'hui, j'ai surtout l'impression que on retourne à fond dans ce qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de regarder, de miser sur les capacités de chacun à pouvoir produire pour l'autre. C'est très individualiste, très mon pays. Les pays se renferment les uns sur les autres. Et là, attention, je vais venir avec le petit mindfuck. Est-ce que c'est pas ce fait que ces pays se renferment les uns sur les autres qui amènerait à la résilience territoriale, qui amènerait à ce que les gens pensent plus en territoire, ou alors je me fourvoie complètement? Bah là où t'as raison, c'est qu'il y a une pensée d'écologie. Je suis pas en train de défendre l'extrême droite. Non, t'inquiète pas, mais tu as raison. En train de partir sur un postulat, sur une idée, quoi. Il y a une pensée de l'écologie qui renferme un petit peu les mondes, c'est clair, et qui est diffusée justement par des partis très conservateurs. C'est le déterminisme environnemental. Je veux dire, à partir du moment où t'as moins d'énergie, tu dois penser plus local. Si tu penses plus local, bah tu penses moins avec la ville, tu penses moins avec des centres névralgiques. Donc, est-ce que il n'y a pas... Alors attention, de nouveau, ne prenez pas mes mots, je parle vraiment aux gens qui nous regardent, mais est-ce que ce qui est en train de se produire, et l'anthropologue pourra peut-être répondre à cette question, excuse-moi, j'essaie de faire un truc qui va pas trop dans tous les sens,
Est-ce que ce qui est en train de se produire à l'échelle européenne et même mondiale les gens qui se recroquevillent sur eux, tout on sait très bien qu'il y a l'ingérence russe, on sait très bien qu'il y a du trumpisme, on sait très bien qu'il y a plein de déterminants qui se passent, mais que ce renfermement sur soi n'est pas en fait le début de la transition qui va permettre à des gens qui sont très patriotes de dire ouais bah tu sais quoi, je vais penser à ma ville, mais peut-être je me trompe, hein. Et si je me trompe parce que je pars pas de ce postulat, j'essaye un petit peu de faire une expérience de pensée, dites-le moi en commentaire, argumentez en disant non Vince, je trouve que là tu te trompes pour telle et telle raison, et n'hésite pas Damien, mais je voudrais avoir ton avis. Est-ce que cette montée de l'extrême droite n'est pas en fait un truc qui nous amène tout doucement mais sûrement vers de la considération territoriale? En fait, la pensée d'extrême droite sur les territoires est construite sur du déterminisme territorial. De penser que puisqu'on a grandi dans un lieu, on va forcément être comme ça plus tard, tu vois. Ce qui est évidemment faux. Bien sûr, la couleur de la terre dans laquelle on grandit nous influence, tu vois, mais elle n'est qu'une dynamique de la construction de nos identités parmi d'autres. Il y a plein de choses qui jouent, en fait. Nos communautés de valeurs, ce que vont nous inculquer nos parents, tu vois, bah oui, nos influences au quotidien, nos sociabilités. Ça, c'est quelque chose qu'on néglige énormément, mais tu sais, moi j'ai beaucoup vu dans les médias, la suite aux élections, que c'était parfois les chaînes d'infos quotidiennes, tu vois, qui amenaient un vote conservateur. Et qu'il fallait interdire ces chaînes pour que les gens s'orientent vers d'autres types de votes. En fait, ça, c'est du déterminisme social. Je pense que les gens regardent les chaînes de télévision que leur sociabilité leur ont incité à regarder, au fond. Tu vois ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Bah, qu'en fait, ce qui modélise le plus le vote à l'échelle des territoires, c'est les figures d'influence à l'échelle des territoires. Tu vois, elles-mêmes, quoi. C'est-à-dire que c'est tes proches, en fait. Et c'est parce que tes proches manient le drapeau du RN que toi-même, tu vas t'orienter vers les réseaux RN. Ou vice-versa. Oui, tu fais groupe. Il y a un conformisme, en fait, social, qui se met en place à l'échelle des territoires. Notamment dans les territoires où il y a peu d'opportunités sociales et économiques. C'est très dur de sortir de ce conformisme. Parce que tu vas être un peu, finalement, rayé de la liste pour aller chercher un emploi, etc. Tu vas être un petit peu mis de côté, tu vas être grillé, comme on dit dans les réseaux locaux. Et pourtant, t'as pas la capacité à partir. Parce que t'as pas de réseau ailleurs, parce que t'as pas les sous, t'as pas tout simplement l'énergie ou l'envie d'aller habiter ailleurs. Et il faut du courage hein, pour quitter ce que t'as toujours connu, aller ailleurs, c'est sortir de sa zone de confort, c'est difficile. Exactement. Et c'est pour ça que, tu vois, moi je pense que le vote Rassemblement National a encore de la réserve de voix en France. Pour deux choses, déjà il y a des gens qui votent pas et qui pourraient très bien aller voter demain, mais aussi parce que ce conformisme crée des inerties. Et il y a des gens qui peuvent encore résister à ces conformistes et qui demain n'auront pas le choix, tu vois, de rentrer dans le moule ou vont rentrer dans le moule ne serait-ce que pour asseoir leur domination locale, tu vois, d'asseoir leur prestance locale parce qu'ils veulent développer une entreprise et ça va dans leur intérêt localement, tu vois, de manier également le drapeau du Rassemblement National. Voilà. Le risque avec ça, du déterminisme territorial, c'est qu'en fait, t'empêches chaque territoire la capacité de s'ouvrir finalement à d'autres types d'opportunités, pourtant nécessaires pour faire face à la transition écologique, quoi. Moi, je pense en géographie culturelle, il y a trois hypothèses que j'aime manier qui permettent d'expliquer les territoires et qui permettent de les projeter dans l'avenir. Ouais, c'est ça que j'apprécie à travers ces trois hypothèses, c'est qu'elles marchent très bien d'un point de vue scientifique, mais elles permettent également d'ouvrir des champs prospectifs, des champs politiques et citoyens. La première de cette hypothèse, c'est qu'un territoire est toujours le produit de son historicité et que pour comprendre un territoire, il faut remonter un peu les pages de l'histoire. Ça, c'est un puissant garde-fou aussi. Quand un prêt à penser, de montrer comment un territoire a évolué historiquement, quelles ont été les périodes les plus sombres de l'histoire de ces territoires, quelles ont été les périodes les plus joyeuses, et comment on retisse avec ça, en fait, hein, tu vois, pour s'ouvrir à des futurs désirables. Des choses qui sédimentent, qui participent à un imaginaire collectif, à des pratiques aussi sociales, qui sont très difficiles à détisser. Et c'est pour ça que c'est très important de ne pas réenfermer les territoires sur eux, parce qu'en fait, ils peuvent rester accrochés à ces symboles qui ne correspondent plus à l'universalité que veulent avoir les sociétés contemporaines, finalement. Mais tu sais, quand je te parle de l'histoire des lieux aussi, et ça c'est très important, je te parle aussi de l'histoire écologique des lieux. Ce qui caractérise, à mon avis, les mondes contemporains également, c'est qu'on a perdu la conscience des lieux, on a perdu le sentiment géographique. On vit en Auvergne sans connaître les volcans, on vit au bord de la mer sans prendre la mer. On vit dans le bocage, chez moi, une terre de jardin et de chevaux, sans jardiner, ni chevaucher, quoi. Et ça participe à quelque chose de très fort, c'est qu'en fait, peu importe si on détruit le vivant qu'il y a autour de nous, puisque de toute façon, ce vivant, on ne le connaît même pas, on ne le regarde même pas. Il n'a pas d'importance dans les imaginaires territoriaux. Il y a cette belle phrase, je crois que Heidi, là, tu sais, la glaciologue... Heidi Sevestre, ouais, l'avait utilisée quand tu l'avais interviewée.
Petite anecdote, on a fait la même école avec Eddie, on est passé par une école sur les hauteurs d'Annecy tous les deux. Oh, trop bien. Je crois qu'on n'est pas beaucoup à avoir fini en thèse de doctorat dans cette école. Et c'est marrant parce que quand je fais une petite parenthèse, pardonne-moi, quand j'avais dit à cette école que je voulais faire une thèse de doctorat, il m'avait dit, tu vas suivre les chemins d'Eddie. Donc c'était une légende. Wow. On la salue d'ailleurs. Ouais, si elle regarde, ça la fera sourire. Elle avait utilisé cette belle phrase, mais qu'on retrouve aussi souvent en géographie, cette idée de se dire qu'en fait, tu vois, on protège que ce qu'on aime, on n'aime que ce qu'on connaît, et on connaît que ce qui nous a été préalablement enseigné. Voilà, à mon sens, la première mission de la géographie culturelle, enseigner la diversité des lieux, pour pouvoir mieux en avoir conscience et mieux en prendre soin. Il est là le front politique et le front prospectif. Et par extension, ça sert à des mondes pluriels, parce que pour faire face au réchauffement climatique, il va falloir repenser les forêts dans la Sarthe, il va falloir repenser les forêts en Auvergne, les forêts de chênes et de hêtres, ça va plus marcher en fait. Voilà, on a besoin de s'inspirer de ce qui vient d'ailleurs. Pour retrouver cette conscience des lieux, on a besoin de l'ailleurs. C'est un beau message de réconciliation. La deuxième hypothèse de la géographie culturelle, je serai beaucoup plus rapide sur celle-ci, c'est cette idée qui vient d'Augustin Berg, d'ailleurs un très grand géographe, spécialiste du Japon. Il utilise cette belle phrase, il dit que l'être se crée en créant son milieu. L'être se crée en créant son milieu. L'être est notre culture, c'est ça ? Alors, l'être, c'est nous, être vivant, quoi. Ouais. En fait, c'est cette idée de se dire qu'en vivant dans un territoire, ce territoire, on va l'aménager, on va le cultiver, on va le gouverner, on va le modifier. Et que dans cet exercice même de modification, on va se changer en retour. On va changer nos manières d'être, nos perceptions et nos manières de se projeter dans l'avenir. C'est-à-dire, on construit un mode de vie basé sur la voiture. Ça va changer le caractère de l'être humain, les manières de tisser sa vie en ville. Et une fois que c'est là, c'est dur de faire marche arrière. Il faut recréer un chemin d'apprentissage par des nouvelles politiques d'aménagement du territoire. Car il est là le champ prospectif à travers cette deuxième hypothèse. C'est un champ prospectif que je trouve incroyable. C'est de se dire finalement comment on peut aménager les territoires demain pour changer le cœur de l'humain et vice-versa. Tu vois, l'un et l'autre est très performatif. L'aménagement du territoire joue sur nos manières d'être, nos manières de penser, et vice-versa. Nos récits, les imaginaires qui nous composent vont influencer l'aménagement du territoire. C'est comme ça qu'humain et lieu coévoluent au fil du temps. Par extension, je fais une petite parenthèse, Vince, l'aménagement du territoire, je ne sais pas si c'est le cas en Belgique, mais en France, a complètement disparu de l'agenda gouvernemental. Ce qui est une faute, à mon sens. Alors, je sais que c'est pas très sexy. Tu vas te parler d'aménagement du territoire, mais c'est une petite planification majeure pour penser à la transition écologique. Et complètement. Tu peux réduire de plusieurs degrés quand il y a une canicule, quand tu mets des arbres. C'est l'aménagement du territoire. Exactement. Dans les villes, en tout cas. Tout à fait. La planification. Au point que, tu sais, il existait un ministère de l'aménagement du territoire, et c'est devenu tellement peu sexy dans le débat public que ce ministère a rivalisé d'imagination pour changer de nom. C'est devenu le ministère de l'égalité des territoires, c'est devenu le ministère de la cohésion des territoires, c'est devenu le ministère de la ruralité, bref. Et par extension, ça veut dire que le gouvernement a perdu sa vertu de planification à l'échelle des territoires. Ou sa vertu de créer des repères en termes d'aménagement qui peuvent être maniés par les territoires eux-mêmes en fonction de leur singularité. Sa capacité de faire des plans. Voilà, pour faire face aux enjeux contemporains, c'est à mon avis quelque chose à retrouver. Et enfin, la troisième hypothèse de la géographie culturelle, c'est que justement, un territoire, certes, c'est de l'aménagement, mais c'est aussi un corps en mouvement dans un lieu. Et tout ce que fait ressentir ce corps en mouvement dans un lieu, la poésie, les contes, les émotions, tout ça est du nom. C'est cette fameuse phrase que je citais tout à l'heure, la philosophie dans la chair, quoi, voilà. Un territoire, il faut le ressentir pour pouvoir en prendre soin, quoi, tu vois. Et réinviter les gens à ressentir leur territoire, et de jouer un peu aussi sur la carte sensible, voilà, qui fait qu'on appartient à un lieu et qu'on a envie d'en prendre soin de ce lieu-là. Je pense que c'est un levier qui est très puissant. Ça passe par l'éducation, ça passe par l'imaginaire, le cinéma, le roman, comme on disait tout à l'heure. Ça va complètement dans le sens de ce que tu as précisé là tout à l'heure, qu'on est très individualisé, qu'on a un imaginaire qui est construit autour de la mégapole, de la ville doit ressembler à ça, et que avec le soft power américain et aujourd'hui coréen, on nous montre des lieux et on se projette dans un monde qui ressemble un peu à ces lieux qu'on nous a montrés. On se projette dans de la science-fiction, donc on commence à faire des bâtiments très modernes, etc., complètement décrochés, complètement déconnectés du vivant. J'ai déjà cité ça sur cette chaîne, l'exemple même que la biodiversité dans les films Disney a chuté. Alors t'as encore le Roi Lion, Pocahontas, mais que globalement on voit moins d'espèces d'arbres, moins d'espèces de plantes et moins d'espèces animales en termes de diversité.
dans les Disney qui sortent aujourd'hui et les films d'animation comparés à ceux qui sont sortis il y a 50 ans et plus, et que forcément ce qu'on va construire va découler autour de ce qu'on a perçu. Et c'est là que je reviens un petit peu avec, je t'ai dit, je suis revenu du Sénégal, j'ai eu beaucoup de nostalgie parce que l'anthropocène est exacerbé au Sénégal et dans plein de pays d'Afrique, où tu peux aller là-bas, tu reviens 10 ans plus tard, j'avais plus été depuis 10 ans, tout a changé, et en fait j'arrive dans une ville, Dakar, la capitale du Sénégal, qui s'est juste dit on va la faire à l'européenne, quoi. On va la faire à l'américaine. On va tous faire des bâtiments, on va être propriétaire de nos lotissements, de nos bâtiments, on va construire comme ça, et construire sans réflexion, sans penser. Donc on va péter les baobabs, on va pas planter d'arbres, on va pas réfléchir au transport en commun, on va avoir des rues exiguës où les voitures vont même plus pouvoir passer, on va même pas aménager les trottoirs où finalement dès qu'un trottoir est construit, ça devient un parking pour voitures. Il y a des Sénégalais qui nous regardent et ils vont très bien savoir de quoi je parle. Où en fait, il y a une déconnexion complète. Tu sens que ce sont des villes, et j'ai vu ça aussi à Kinshasa, ce sont des villes qui se construisent, avec tout le respect que je dois au pays de mon père et à mon histoire et à mes racines, qui se construisent sur un idéal qui leur a été montré. C'est plus construit par rapport à la réalité du pays. Le littoral autour de Dakar est construit à une vitesse phénoménale et affolante, due à beaucoup de corruption de l'ancien gouvernement Macky Sall, ancien président qui a été mis à la porte, sans prendre en compte que le changement climatique est déjà en train d'éroder. Je suis retourné dans un pays que je n'avais plus vu depuis 10 ans, et avant ça, quelques années encore, où la taille de la plage avait chuté de moitié. La plage s'est réduite, parce que l'eau monte, et que on m'expliquait là-bas, que lorsqu'il arrive en période d'équinoxe, l'eau tape et démolit tout, et alors t'as des bâtiments qui s'effondrent, etc. Saint-Louis, c'est affolant, en Casamance aussi. Mais pourtant, on l'a construit à l'européenne. Et c'est ça qui est incroyable, ce que tu me racontes là et qui fait sens. En fait, on construit et on aménage le territoire en fonction de notre éducation, de qui on est, de notre histoire, de ce qu'on voit en fait. Mais quand le monde et quand la terre entière voit la réussite par le prisme du néolibéralisme, du Shanghai, du Pékin, de Beijing, de Tokyo, de New York, de Londres, de Paris, et que toi tu es un pays émergent, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, peut-être ce que j'ai vu là, peut-être que c'est différent dans d'autres endroits que je n'ai pas encore visités dans le monde. Si mon voilier m'y amène un jour, j'en sais rien. Et c'est là qu'il y a des contre-exemples. Je voudrais que tu me parles de cet homme qui a fait reculer le désert, quoi. Qui est un contre-exemple, mais qui vient d'un individu qui a réussi à insuffler quelque chose. Il faut que tu me parles de son histoire, parce que pendant que des zones en développement dans le reste du monde ou dans des villages se développent avec un prisme occidentalo-centré, t'as l'exact opposé qui se crée aussi. Et ça, c'est quand même la note d'espoir dont je voudrais qu'on parle. Cet homme qui a fait reculer le désert. Ouais, t'as tout à fait raison, c'est une magnifique histoire qui intervient exactement dans le contexte que tu viens de citer, puisque les grandes métropoles, en fait, c'est un développement du territoire qui est par définition hors sol. Et qu'est-ce que crée le hors sol, que ce soit en agriculture, tu vois, que ce soit en aménagement du territoire ou dans la fabrique des imaginaires? Ça coupe notre lien avec nos propres géographies et nos propres histoires, y compris les symboles et les savoirs desquels on hérite et qui sont parfois adaptés pour penser le développement d'un lieu, quoi. Des savoirs qui étaient nécessaires avant d'avoir une énergie abondante, et que à force de vivre tous ensemble dans des milieux qui nécessitent une énergie en pleine abondance avec des flux rapides, fait qu'on s'habitue à ça et on perd des savoirs qui, lorsqu'on a des dégâts et lorsqu'on a moins, on sait plus comment on fait. Exactement. Et d'ailleurs, ça a été l'un des principes majeurs de la colonisation. C'était pas seulement de détruire des espaces et des corps, ça a été aussi et surtout de détruire la mémoire collective. Donc de détruire des savoirs pour empêcher l'émancipation des sociétés colonisées, quoi. Et d'ailleurs, ça se ressent toujours dans la fabrique des imaginaires, mais parfois aussi la conscience de certains peuples ou jeunesse africaine elle-même, quoi. Je me souviens de ce discours de Nicolas Sarkozy en 2007 à Dakar. Il avait cette phrase, tu te rappelles de ça? Oui, l'Afrique n'a pas été... n'est pas encore rentrée dans l'histoire. N'est pas encore rentrée dans l'histoire. Mais ce qui est plus important, c'est après, il dit que l'homme africain est resté proche de la nature, ce qui crée une forme d'harmonie avec les territoires, mais qu'il n'a pas su créer de forme de gouvernance majeure qui a amené un progrès scientifique, d'aménagement du territoire, etc. Sauf que quand on dévoile l'histoire africaine, c'est faux.
En fait, c'est le berceau de l'humanité déjà. C'est le berceau de l'humanité. Et puis surtout, ce continent a suivi exactement la même trajectoire de l'Europe. C'est-à-dire que des ethnies se sont fédérées en royaumes, qui se sont fait la guerre, qui se sont parfois pacifiés au fil du temps, ont créé des échanges commerciaux majeurs, des royaumes qui ont émergé comme ça. L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, totalement, oui. L'Empire du Mali, l'Empire de Shanghai, l'Empire du Ghana, et exactement quoi. Sauf que le problème, c'est que la plupart des savoirs issus de cet empire ont été des savoirs oraux, non consignés à l'écrit. Et les seuls écrits qu'on retrouve, ça a été des écrits des mondes arabes, puisqu'à l'époque médiévale, le Sahara était quand même une immense frontière. Hein. Les Européens n'ont pas traversé le Sahara, et du coup ne sont pas allés à la rencontre des grands royaumes africains. C'est les Arabes qui l'ont fait. Et du coup, les seuls écrits qui nous restent de l'Afrique médiévale, c'est des écrits en arabe, du coup filtrés aussi un petit peu par le regard des puissances arabes de l'époque, mais ça a la chance d'exister. Ça nous permet de reconstituer comme ça le puzzle du continent africain sous l'époque médiévale, et les héritages du coup, qui peuvent être réappropriés par la jeunesse elle-même pour faire face aux enjeux contemporains. Et petite parenthèse ici, je voudrais surtout pas parler à la place des Burkinabés eux-mêmes, mais actuellement il y a une junte au pouvoir à l'échelle du Burkina Faso. Et de ce que j'en reçois en France, qui est très filtré, hein, bien sûr, donc faut y prendre des pincettes, mais la junte elle-même, tu vois, joue sur cette méconnaissance de l'héritage des mondes africains, des Burkinabés eux-mêmes, tu vois, pour assurer sa propre domination, tu vois. Elle joue sur des récits panafricanistes qu'elle réécrit à sa sauce, au détriment parfois de la vraie histoire panafricaine. À commencer qu'au Burkina Faso, les militaires n'étaient jamais chefs. En fait, il y avait dans l'Empire Mossi, il y avait une distinction des pouvoirs qui était très importante. Bref, j'en reviens à l'homme qui arrêta le désert. Yacouba, il évolue sur cette scène-là, et il a connu une catastrophe qui est liée au réchauffement climatique. Il est au nord du pays, aux portes du Sahara, et effectivement, son village a été frappé par des vents chauds qui ont provoqué sécheresse et famine. On est en quelle année, là? On est dans les années 80. Au point que, tu vois, les 3/4 des familles décident de partir. Si la sécheresse est arrivée dans ce village, c'est aussi parce qu'on a imposé aux gens, justement, de cette province du Burkina Faso, de planter du coton et parfois du maïs, des semences qui demandent énormément d'eau, alors qu'on est en climat sahélien. Et qui a imposé les puissances, à la base des puissances coloniales, mais aussi le Burkina Faso, lors de son indépendance, qui a choisi de s'orienter vers les avantages comparatifs, en se spécialisant dans l'économie du coton notamment, au point d'être devenu l'un des premiers exportateurs mondiaux en fait du coton. C'est Syngenta et Monsanto notamment qui exploitaient les semences OGM au Burkina Faso. Alors qu'avant, au Yatenga, là, les semences massales, c'était de l'igname, c'était du sorgho, c'était du manioc, voilà, des cultures c'était de l'acacia aussi, on faisait des fruits, des cultures adaptées à un climat très aride sur lequel les mondes burkinabés n'ont pas construit de filière, en tout cas à l'échelle industrielle. Ça aurait pu, tu vois, c'était des choix politiques à l'époque. D'ailleurs, là aussi, petite parenthèse, Vince, en termes de transition agricole, on met souvent, tu vois, la faute sur les pratiques agricoles. En fait, c'est surtout une question de filière. C'est-à-dire que pour sauvegarder le bocage, donc les haies qui créent énormément de biodiversité, il faut recréer des filières sur ce que crée le bocage. Du bois, des petits fruits, ces filières n'existent pas. Les agriculteurs, ils ont du mal à construire un modèle économique sur la base du bocage. Là, c'est l'une des clés. Et le Burkina Faso a oublié de construire des filières sur ce qui pourtant crée de la pérennité et de la stabilité écologique à l'échelle des structures paysannes. Donc Yacouba, il a dû tout repenser. Et il s'est mis à planter des arbres. Lui, il restait dans son village par rapport à la grande exode des années 80. Et il s'est mis à planter des arbres. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas planté des arbres n'importe comment. C'est ça qui était magnifique dans son histoire. Il a planté des arbres en réconciliant les différents types de savoirs qui pétrissaient ces milieux. D'abord des savoirs familiaux, en renouant avec ces longs héritages africains, oubliés sur l'autel du développement du Burkina Faso. Et les savoirs familiaux qu'il a mis en place, toi je sais que tu vas comprendre Vince, mais ça va peut-être paraître un peu perché pour ceux et celles qui nous écoutent. Je vais tenter de traduire, on va voir si je vais comprendre déjà. Mais en même temps, c'est ça qui est beau dans l'imagerie et la symbolique des mondes africains. C'est que Yacouba, il est issu d'une grande lignée familiale. Les Sawadogo, c'est son nom de famille, qui était connu pour ramener l'eau lorsque cette dernière se faisait trop attendre, par des secrets, tu vois, par des rituels dont eux seuls connaissent les tenants et les aboutissants. D'ailleurs, Sawadogo, en moré, la langue des Mossi, ça veut dire littéralement le faiseur de nuages.
Et moi, j'ai demandé à Papa Yacouba, j'ai passé l'équivalent de 2 mois avec lui, tu vois, pour écrire le livre. Et j'ai demandé tous les jours, Papa Yacouba, quels sont les secrets qui permettent de ramener la pluie. Et pas une seule fois, il m'a donné ne serait-ce que le moindre indice. Parce que tu sais que, en Afrique, au Sénégal, on rigole pas avec les lignées familiales, quoi. Il y a des échanges, il y a des connaissances qui s'échangent que de griot à apprenti griot, que de forgeron à apprenti forgeron, que de faiseur de nuages à apprenti faiseur de nuages. Bien sûr que je ne suis pas. Ça pouvait être frustrant quand j'ai rencontré, mais aujourd'hui, je me dis que c'est très bien comme ça, tu vois, ça laisse des silences dans sa vie, des silences dans le livre qu'on a écrit ensemble. Et d'une certaine manière, les silences ont toujours fait partie de la musique, quoi. On a aussi besoin de silence dans les territoires pour construire la résilience. Ça peut paraître bête dit comme ça, de construire un savoir sur quelque chose qui n'est pas appropriable par tous et par toutes, mais ça a une vertu majeure. C'est que ça reconstruit un ordre symbolique. En fait, dans le territoire, il y a cette belle phrase de Jean Mallory, un anthropologue, qui disait que sans symbole, nous ne sommes rien, qu'un peuple de robots manipulés par le verbe et par l'image. C'est un peu ce qui nous arrive. On a perdu tous les symboles qui guidaient un peu les relations qui nous... non, si, il y a des symboles, hein. YouTube, X, Facebook, Netflix, Amazon, PlayStation, c'est des symboles, hein. Ouais. T'as raison, mais c'est des symboles qui brisent plutôt la relation, qui la catalysent, qui la vitalisent. On a trouvé des symboles qui vitalisent un petit peu ça. On a tort de négliger la force du symbole. T'as vu, ça s'est passé lors des JO de Paris. C'est un symbole avant tous les JO, quoi. Ça crée de l'unisson, ça crée des nouvelles projections communes. Et ça existe dans la pop culture. Je sais que t'aimes la pop culture, donc je me permets de te citer ça, le film Arcane, la série Arcane, pardon-moi, je sais pas si ouais, si. C'est magnifique. Sur Netflix. Ouais. Qui se passe d'ailleurs sur un jeu vidéo. Un jeu vidéo, ouais. C'est dans League of Legends, c'est ça? Jeu vidéo, League of Legends. Et vous avez il y a une scène magnifique où, on est dans un monde un peu écroulé, il y a quelqu'un qui fuit, tu vois, les zones très pauvres dans lesquelles il vit, pour construire une sorte d'école-village à l'échelle, autour d'un immense arbre, tu vois. Et il y a le héros principal qui va rendre visite à ce personnage dans le village. Et au bout d'un moment, il voit une luciole arriver autour de l'arbre, et ce personnage crie dans le village, tout le monde sort de ses maisons, se retrouve et regarde les lucioles. Et la héroïne principale, qui ne comprend pas cette cérémonie, demande au fondateur du village, pourquoi vous faites ça? Et il dit cette phrase magnifique, il dit, parce qu'en temps de précarité, faut pas donner simplement aux gens de quoi survivre, il faut aussi leur donner de quoi vivre. Tu vois, le symbole, c'est pas de la survie. C'est tout simplement quelque chose qui nous permet de nous projeter ensemble, de vivre ensemble. Quoi. Ouais, de vivre des expériences, de l'écologie relationnelle. Exactement. Ouais, c'est quelque chose qui est important dans la relation qu'on tisse les uns avec les autres. Et c'est ce que Yacouba a réhabilité à travers cette première forme de savoir, les savoirs familiaux. Deuxième type de savoir, lequel il a composé beaucoup plus classique dans nos imaginaires occidentaux, c'est les savoirs scientifiques. Tu vois, toute sa vie, Yacouba a observé son lieu et a essayé d'en tirer le meilleur fonctionnement du sol, fonctionnement de l'eau, en réhabilitant d'ailleurs des techniques un petit peu ancestrales, mais en les améliorant par rapport aux nouvelles connaissances scientifiques qu'il a pu consulter, qu'il a pu s'approprier. Et puis, troisième type de savoir avec lequel il a composé, c'est des savoirs spirituels. Yacouba, il est issu des mondes de l'islam. Et d'ailleurs, c'est un cheikh, des figures influentes de l'islam en Afrique de l'Ouest, qui l'aurait incité à planter des arbres, utilisant cette phrase. En tout cas, c'est comme ça que Yacouba me l'a partagé. Les Yacouba plante des arbres, ils vont servir autant ta génération que les générations futures, car les arbres sont nattés de patience. Tu vois, les arbres sont nattés de patience. La phrase est magnifique. Elle s'explique très bien d'un point de vue anthropologique, vu que la patience est un mot qui revient très souvent dans les mondes de l'islam. Pas toujours pour le meilleur. Je pense à la situation de certaines femmes que cela légitime, tu vois, enfermées à la maison. Il y a un livre qui a gagné le prix Goncourt en 2019 qui a été écrit par une femme Peul du Cameroun, qui s'appelle les impatientes, justement, et qui essaye de déconstruire cette... J'ai le livre derrière. T'as le livre derrière. Dans la bibliothèque derrière toi, c'est ouf. Il est magnifique, c'est de la grande littérature africaine, tu vois. Et qui déconstruit en fait les injonctions à la patience qu'il y a dans les mondes de l'islam, chez les Peuls notamment, vu qu'elle est elle-même issue de l'ethnie Peul. Mais parfois, cette injonction à la patience crée de très belles choses, puisque tu vois, 40 ans après, le résultat des courses, la forêt de Yacouba fait une 20aine d'hectares. L'oiseau, la biche, est revenu. C'est des arbres qui soignent, qui ont toutes des vertus médicinales, vu qu'Yacouba a choisi de spécialiser sa forêt là-dedans. Tu as une forêt qui soigne autant les sols de la nature que les corps de la communauté qui vit sur place. Et puis des paysans qui avaient dû partir dans les années 80, aujourd'hui profitent du microclimat de la forêt pour de nouveau cultiver l'igname et le manioc, pour vivre de leur métier, s'habiller de nouveau décemment, envoyer de nouveau leurs enfants à l'école.
C'est ça qui est beau dans la forêt de Yacouba. C'est qu'il n'a pas simplement reverdi un paysage, il a reverdi des opportunités d'avenir. C'est-à-dire que grâce à sa forêt, il y a de nouvelles filières économiques qui se construisent à l'échelle de son territoire. Il y a de nouveau du travail un petit peu pour tout le monde. Tu vois, ce nous dont je te parlais tout à l'heure, qui reponcelle non plus à l'échelle d'un corps professionnel, mais à l'échelle d'un territoire, à partir du moment où on a réparé ce territoire. Et bien sûr, pour réparer ce territoire, l'écologie est nouveau. C'est le grand message de Yacouba, à mon avis, et ce dont on peut s'approprier, quoi. Tu vois, ce qu'on peut déployer aussi à l'échelle de nos propres territoires en Europe. Allons pour des conseils concrets pour ceux qui sont en train de nous regarder. Je sais qu'il y a un peu de tout. On a un public, d'ailleurs, je vous remercie d'être là, hein, de nouveau à regarder nos vidéos jusqu'après 1 heure de diffusion quasiment, merci, qui ont déjà changé, transformé leur vie, métamorphosé certaines choses, changé leur perception du monde, de leur environnement, et qui se sont détachés de choses dont ils n'avaient plus besoin pour se focaliser sur l'essentiel et vivre heureux, parce que comme on disait tout à l'heure avec les lucioles, vivre des expériences, il faut vivre des choses. Aussi, il faut pouvoir être heureux dans des moments en fait où on veut se réduire, se restreindre et être dans la frugalité. Et puis on a des nouveaux qui découvrent un petit peu tous ces sujets en fonction de différents types de vidéos, puisque nous parlons ici de limites planétaires, de limites des ressources et des changements de société et des déstabilisations géopolitiques que ça entraîne et vers quel type de projet au pluriel de société on se dirige. Projet de société de décroissance voulu, choisi, planifié, ou alors qu'on encaisse, et c'est un peu ce qu'on est en train de faire là, en train de vivre, c'est des trucs qu'on encaisse pensant que tout va bien se passer. Mais quel conseil tu pourrais donner à des personnes? Et on va donner un exemple. D'ailleurs, dites-nous en commentaire, vraiment n'hésitez pas d'ailleurs à répondre à cette question et mettez le timing, comme ça moi ça me permet dans les commentaires de revoir à quoi c'est lié. Quel est votre mode de vie, quoi? C'est important. Quelqu'un qui, par exemple, regarde cette vidéo et travaille dans son bureau, fait son métro boulot dodo. Là, peut-être qu'il nous écoute dans sa voiture, peut-être qu'il nous écoute dans les transports. Il vit dans des lieux très aseptisés, dans la technologie, dans une ville. Peut-être qu'il est digital nomade, j'en sais rien, et qu'il travaille exclusivement sur son ordinateur. Pendant qu'il travaille, il est en train de nous écouter. Et qui est déconnecté, qui n'est pas face, en fait, à l'écologie en tant que telle, aux vivants, aux animaux et... Même moi, regarde, je m'intéresse à tout ça, j'ai rencontré je ne sais combien d'experts, mais c'est pas comme si je vivais en Pocahontas avec plein d'animaux qui va faire que je vais ressentir de l'amour pour ces animaux et changer mon fonctionnement pour eux. Mais comment est-ce qu'on fait, justement, pour recréer une forme de déterminisme du vivant pour interagir sur nos relations à partir du moment où on est déconnecté, dénombrilisé, comme disent les peuples autochtones d'Amazonie? Ouais, c'est une très bonne question, Vince. Merci pour ça. Faut réatterrir, pour reprendre l'expression de comment on fait? Ou là où on est, tu vois, on a pas toujours fait des bons choix en termes d'aménagement du territoire, de construction de nos maisons lors du dernier siècle. Mais ce serait une catastrophe écologique de détruire pour reconstruire ailleurs, tu vois. Maintenant que c'est là, faut faire avec l'existant. Ce qui compte, c'est plutôt de réhabiliter ce qui existe déjà, de changer les liens d'usage et d'affection, tu vois, qui nous relient avec les lieux dans lesquels on est déjà. Et donc pour ça, moi, j'aurais deux conseils. Le premier, c'est de faire l'effort, de connaître le territoire dans lequel on vit. Mmh. Ça peut être ouvrir des livres, tu vois, sur le sujet, mais pour ceux qui n'aiment pas lire, ça peut être simplement, tu vois, échanger avec les aînés du village. Souvent, c'est une reconnaissance qui leur fait plaisir également, tu vois, qui réconcilie un petit peu les générations. Il y a Paul Valéry qui disait ça, il avait cette phrase très belle, il disait que pour écrire, fallait entrer en soi armé jusqu'aux dents. C'était sa phrase. Je pense que pour comprendre le lieu dans lequel on habite, c'est pareil. On a besoin d'être armé, non pas de pistolet, mais de concepts, de savoirs territoriaux, de petites références, de petits repères, qui vont permettre de nous guider, de mieux évoluer avec l'autre, mais aussi de réouvrir des opportunités. Tu vois, à l'échelle des territoires. Donc ça, c'est la première chose. Vous allez voir, lorsqu'on connaît mieux un territoire, on l'aime mieux. Tu vois, on apprend à l'aimer, ce territoire. Et par extension, on a envie d'y porter des choses naturellement, quoi. C'est la première résistance au métro boulot dodo, quoi. C'est le fait de ressentir un territoire qui grandit en nous. Et puis la deuxième clé, à mon avis, c'est de créer du lien. Tu vois, créer du lien. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de valoriser son propre imaginaire à l'échelle des territoires. Les gens sont en demande de ça, tu vois, de comprendre l'autre pour ce qu'il est et non pour ce qu'on voudrait qu'il soit. Et ça me rappelle un beau conte, Vince.
qui pour moi marche très bien à l'échelle des territoires. Alors je suis pas un conteur, pardonne-moi, je vais peut-être pas le raconter très bien, mais c'est pour faire conscience aux gens de tous les possibles qui s'ouvrent dans les lieux dans lesquels ils habitent. C'est l'histoire d'un étranger, tu vois, qui arrive dans un village pour la première fois. Et il demande à un commerçant assis là, dis-moi papa, comment sont les gens ici? C'est la première fois que je viens dans cette cité. Et le commerçant lui pose une question. Dis-moi, comment étaient les gens dans le village d'où tu viens? Et l'étranger, après un temps de réflexion, dit, tu vois, ils étaient méchants et aigris, c'est pour ça d'ailleurs que j'en suis parti. Le commerçant lui répond, alors tu trouveras exactement les mêmes ici. Un peu plus tard, un deuxième étranger arrive au village et pose exactement la même question au vieil homme. Dis-moi papa, c'est la première fois que je viens, c'est comment ici? De nouveau, le commerçant lui pose sa question. Comment étaient les gens dans le village d'où tu viens? Et cette fois, le deuxième étranger lui dit, ils étaient bons et accueillants. J'avais beaucoup d'amis, j'ai eu du mal à en partir. Et après un temps de réflexion encore, le commerçant lui dit, tu trouveras exactement les mêmes ici. Tu vois. Et il y a un chamelier là, juste à côté, qui avait entendu les deux conversations. Et aussitôt, le deuxième étranger parti se rapproche du vieil homme et lui dit sous un ton de reproche, mais au fond, comment tu peux donner des réponses si différentes à la même question? Et le vieil homme lui dit, tout simplement parce que chacun porte en lui son propre imaginaire. Tu vois. Et ça, c'est quelque chose de très beau et de très fort. Ça veut dire que les territoires dépendent beaucoup de notre propre manière de les regarder. Tu vois. C'est un peu ce que j'expliquais au début. Soit tu considères là où tu habites comme un territoire périphérique, soit tu le considères comme un centre du monde pour ceux et celles qui sont déjà là. Ça change tout dans les projections. Soit tu considères ton territoire comme un endroit où il n'y a que des ploucs, tu vois, la ruralité où j'habite. Soit tu considères que chaque personne qui est là a une histoire, a un corps abîmé par son histoire, a des savoirs caractéristiques de son histoire, et que ça a une place dans ce territoire. Et tu essayes de créer du lien pour réconcilier les choses. Au fond, pour construire les territoires de demain, on est limité que par les barrières qu'il y a au sein de nos propres imaginaires. Le premier outil pour dynamiter ces barrières, c'est de tisser du lien avec tout ce qui nous entoure. Cette fameuse écologie relationnelle qu'on a théorisée avec Pierre Spinoza. Ouais. Est-ce que tu veux ajouter une dernière chose à cette conversation, parce que c'était incroyable? Ouais, c'est gentil. Écoute, tu sais, tout à l'heure, je te disais que la Sarthe, c'est un peu le mur. Ouais. J'ai envie de vous dire, venez nous voir. C'est un territoire méconnu, mais magnifique. Les terres de l'Ouest françaises, on connaît beaucoup la Bretagne. On connaît un peu moins les pays de la Loire. Il y a des échanges entre les territoires à porter. Si vous avez envie de venir nous voir, vous êtes plus que bienvenus. Écoute, du fond du cœur, merci pour ces échanges. Merci de nous avoir amenés dans cette perspective de comprendre les interactions entre la géographie et les humains. L'heure est grave. Même si on sort d'une période, ça dépend quand sortira cette vidéo, mais de Jeux Olympiques, de choses très positives en quelque sorte, on sent qu'il y a de la tension, elle est là, elle est claire, elle est palpable, les réseaux sociaux le démontrent souvent, même si c'est justement, les réseaux sociaux montrent souvent l'aspect négatif, on revient à ton truc du vieillard, tout dépend, les réseaux sociaux, eux, aiment bien voir les choses de manière très négative, ils puissent là-dedans pour exister. C'est important que tu viennes et que tu nous aies parlé de tout ça parce que on cherche des clés à se sentir mieux. On cherche des clés à mieux comprendre le monde et tout. Parce que les personnes qui nous regardent vont à un moment donné, tôt ou tard, être confrontées à certaines choses. Et j'espère que ce que tu leur auras annoncé aujourd'hui, va leur servir de bon bagage pour agir de la meilleure manière possible. Merci à toi. Merci beaucoup Vince pour votre accueil. Et n'hésitez pas à retrouver tous les liens concernant les travaux de Damien Deville en description. Likez, commentez cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Quoi que vous fassiez, faites-le bien. À bientôt sur Limite.